20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, It's and Talk, il est 20h, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique de la semaine. On est ensemble pendant une heure et on fait le tour de l'actualité avec notre invité. Bonsoir Guillaume Garot. Guillaume Garot, vous avez été ministre délégué à l'agroalimentaire sous François Hollande et vous êtes actuellement député socialiste de la première circonscription de la Mayenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme ce soir, la progression du variant anglais. Santé publique France alerte sur un rebond épidémique à venir si les mesures restent les mêmes. Pourtant, le gouvernement allège les protocoles sanitaires, notamment dans les écoles. Alors, que faut-il faire? On voit ça avec vous, Guillaume Garot. Ce sera juste avant de faire le point sur la dette française qui s'alourdit fortement depuis le début de la crise. Le projet de loi confortant le respect des principes de la République a été adopté en première lecture aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il lutte contre les séparatismes. Guillaume Garot, vous avez expliqué que le texte ne traitait qu'une seule partie du problème. On verra ça avec vous. On s'arrêtera également sur une proposition de loi que vous portez en ce moment. Une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire, 5 ans après votre loi Garot contre ce même gaspillage. Vous pouvez réagir et poser vos questions à Guillaume Garot tout au long de l'émission. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Guillaume Garot. C'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Guillaume Garot, on commence 20h l'invité avec le mot du jour, un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui s'arrête sur une actualité qui a marqué ce mardi 16 février et ce mot c'est Sahel. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de baisse dans l'immédiat des effectifs militaires français dans la zone. 5100 soldats sont engagés dans l'opération Barkhane. Avant l'année dernière et l'arrivée des renforts, ils étaient 4500. Emmanuel Macron a souligné que les organisations liées à Al-Qaïda constituait toujours une menace et devait être décapité. Guillaume Garot, ça fait 8 ans que la France est engagée au Sahel. Est-ce qu'il n'est pas temps de se mettre en recul ou du moins d'enlever les renforts, sachant que c'est l'une des opérations les plus coûteuses de l'armée française? La question qu'on doit se poser, c'est si la France venait à se retirer du Sahel, quelles conséquences? Quelles conséquences pour le Mali, bien sûr? Quelles conséquences pour les pays limitrophes? Quelles conséquences pour l'Europe et la France? Parce que si nous sommes là-bas, c'est qu'il y a des raisons. Quelles sont donc les conséquences? Mais il faudrait se garder de ce que ce serait un coup d'arrêt à la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que si nous avons engagé des troupes au Mali, je me rappelle très bien, j'étais au Conseil des ministres à ce moment-là, on était en janvier 2013, c'est parce que on a considéré à l'époque, et la situation n'a pas fondamentalement changé, que c'était un terreau, un foyer de terrorisme qui ensuite irradiait sur l'Afrique et plus loin encore sur l'Europe. Et donc être là-bas, c'est aussi se protéger. Et on ne le fait pas parce qu'on a décidé un beau jour qu'il fallait le faire. C'est qu'on a un mandat international pour le faire. Donc moi je considère que tant que ce mandat existe, tant que la situation ne s'est pas améliorée, nous avons un devoir d'être là-bas. Merci Guillaume Garot. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. Juste avant de s'intéresser au sujet d'actualité, notamment à la situation sanitaire et à la progression des variants en France, on prend le temps de mieux vous connaître, Guillaume Garot. On revient sur votre parcours que vous commencez à Laval, en Mayenne, et qui vous a amené jusqu'au ministère de l'Agriculture. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Guillaume Garot. Bonsoir. Laval, c'est effectivement votre fief. Vous y êtes né, vous en êtes devenu maire, conseiller départemental et député de Mayenne. Un vrai ancrage local. Est-ce que ça manque aujourd'hui de plus en plus chez les politiques en France ? C'est indispensable d'être de quelque part, d'être ancré sur un territoire, vous savez, de connaître toutes les pulsations de la vie locale. Moi, en tout cas, je n'envisage pas la politique autrement. Je considère que mandat m'est donné par des citoyens qui me disent portez là-bas, à l'Assemblée nationale ou au gouvernement, nos attentes, nos inquiétudes, nos espoirs aussi. Et donc, si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas dans un dialogue permanent avec les citoyens, vous risquez de faire fausse route, vous risquez d'être à côté de la plaque. Et donc, cet ancrage, il doit être,
je le répète, permanent, mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit capable d'être dans de nouvelles formes de dialogue avec les citoyens, peut-être qu'on y reviendra. Votre ancrage local, Guillaume Garot, vous le définissez aussi, vous définissez vous-même sur votre site comme un fils et petit-fils d'agriculteur. Pourquoi mettre cet aspect en avant et pas le fait par exemple que votre père ait été député européen et secrétaire national du PS? Pourquoi vouloir appuyer sur le fait que vous êtes fils et petit-fils d'agriculteur? Parce que c'est ma culture, je viens de là. J'ai grandi dans une ferme, excusez-moi, donc ça me constitue aussi tel que je suis aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas mettre en avant aussi le parcours politique de votre père? Mais je le mets en avant quand on m'interroge, mais je considère que ce que j'ai compris, ce que j'ai appris en grandissant dans une ferme, je le disais à l'instant, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais je ne serais pas le même non plus si en effet j'étais pas dans une famille. Je n'avais pas grandi dans une famille où la politique c'était assez simple, c'était pas un tabou et on en parle comme on en parle ce soir. Et quand vous adhérez au Parti Socialiste aux alentours des 20 ans, c'est avant tout par tradition familiale ou parce que vous considérez déjà à cet âge que vous avez déjà une conscience politique déjà formée? J'espère que j'avais une conscience politique formée, même si elle s'est aiguisée par la suite bien sûr, mais ça me semblait finalement aller de soi. Je le répète, la politique, c'était naturel dans le milieu familial où j'ai grandi. Donc, adhérer à une formation politique, c'était une grande formation politique à l'époque, le Parti Socialiste. Vous dites que c'est naturel à l'époque où vous commencez à faire des études de lettres et d'histoire, que vous intégrez Sciences Po. Il y a déjà cette ambition de devenir élu? Pas forcément, non. Je crois que c'est ensuite les rencontres dans la vie, dans le boulot, qui font que, tiens, on se dit, et finalement, si j'y allais, cette fois-ci. Les rencontres, par exemple, avec Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement de Paris, puis ministre, notamment de l'Intérieur, ou alors avec Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. C'est eux qui vous ont donné envie de vous lancer vraiment en politique? Alors, je le disais, moi, j'avais ce milieu familial. Mon père avait été d'ailleurs élu à l'époque. Mais c'est vrai que le déclic, c'est lorsque moi j'ai été dans le 18e arrondissement, j'étais directeur de cabinet du maire de l'époque qui s'appelait Daniel Vaillant, et j'ai pris un tel plaisir à être sur le terrain, à connaître ce qu'était la réalité d'un arrondissement aussi diversifié que le 18e arrondissement, que je me suis dit mais j'aime ça en fait. En tout cas, vous vous lancez à partir de 2001 et vous essuyez en attendant plusieurs échecs aux municipales et aux législatives avant de devenir conseiller départemental en 2004. Est-ce que vous n'avez pas été au début peut-être un peu trop ambitieux et vous avez eu besoin d'apprendre à marcher avant de courir? Vous avez raison, il faut apprendre à marcher avant de courir. Mais moi je ne considère pas la politique comme quelque chose qu'on vient chercher comme ça et qui, bingo, tombe du ciel, non? Pour vous, ces échecs, ils ont été utiles pour la suite de votre carrière? Bien évidemment. Mais je n'étais pas en termes de carrière, d'ailleurs. Hein. Je considère que l'échec, ça fait partie de la vie. Et que l'échec, c'est pas insurmontable. C'est ce qui vous permet d'apprendre. Donc, j'ai appris de mes échecs. J'ai appris de ces défaites politiques. Et puis on avance, on se relève. C'est ça la vie politique, et puis c'est ça la vie de façon toute simple. Hein. En tout cas, à partir de 2007, vous devenez finalement député en battant la droite de François Daubert, élu depuis presque 30 ans à Laval. En 2008, vous lui prenez aussi son siège de maire donc à Laval. C'était une satisfaction supplémentaire pour vous d'enfin remplacer la droite ici? C'était surtout dans mon département, qui est un département traditionnellement de droite modérée. C'était une grande surprise. Il n'y avait pas eu de député de gauche élu au scrutin majoritaire depuis la Libération. Donc imaginez ce que ça pouvait être. On était il y a 13 ans maintenant. Voilà, écoutez, c'était une très bonne surprise parce que franchement, je ne pensais pas être élu en 2017. Oui, ça a été presque une surprise pour vous. Pour moi, ça l'a été. Vous étiez mené au premier tour, après avec des ralliements, vous avez gagné à 50,6%. Ouais. Ça a été pour vous presque une surprise. Vous y étiez prêt pourtant? Écoutez, oui, quand on se présente à une élection, c'est qu'on considère qu'on est prêt à assumer ensuite la responsabilité. J'ai été élu et ensuite j'ai poursuivi, j'ai continué à travailler. Et vous avez poursuivi avec en juin 2012, en devenant ministre délégué à l'agroalimentaire, comme on le disait, sous la présidence de François Hollande aux côtés de Stéphane Le Foll. Quel souvenir vous gardez de cette époque? Quel projet vous avez réussi à mettre en place à l'époque? Quelle réussite au sein de ce ministère? Avoir ouvert le chantier contre le gaspillage alimentaire, on va y revenir, mais aussi avoir
C'est une fierté. Vous trouvez qu'on a avancé assez vite sur ce sujet-là ? On a bien avancé contre le gaspillage alimentaire. Mais ce qui était important et ce qui le reste aujourd'hui, c'est qu'on avait fait de l'alimentation un sujet politique. Aujourd'hui, ça paraît assez évident, assez simple. Mais replacez-vous en 2012. En 2012, l'alimentation, c'est pas un sujet politique. Donc, il fallait construire finalement un ministère de toutes pièces, avec des objectifs à définir, avec des lignes à tracer, avec des moyens à dégager. Et ça, c'était passionnant à faire. Donc, ça voulait dire travailler avec l'ensemble des acteurs de l'alimentation, les producteurs, les transformateurs. Et on aura l'occasion. Et ça, c'était. On aura l'occasion de continuer à parler de cette loi sur l'agroalimentaire. Merci Guillaume Garot. Merci. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 18 000, c'est en moyenne le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés chaque jour. La semaine dernière, un chiffre en baisse, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirme que les variants concernent aujourd'hui 20 à 25% des contaminations, un pourcentage qui lui pourrait augmenter et qui inquiète. On voit ça juste après I Just Wanna de Félix Jaehn sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Il est 20h13 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Vous venez peut-être de nous rejoindre après le travail. Eh bien, bienvenue dans 20h l'invité. Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne, est avec nous ce soir. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions à Guillaume Garot à propos par exemple de la loi contre les séparatismes qu'on va aborder dans quelques instants ou sur des sujets d'actualité qui vous tiennent à cœur. Pour ça, vous pouvez tweeter avec le hashtag Fréquence ESJ ou nous envoyer vos questions sur notre page Facebook. Ces derniers jours, la Moselle connaît une multiplication des cas de variants de la Covid-19. Nationalement, le pays est toujours sur un plateau épidémique qui semble commencer à s'infléchir. Le gouvernement a même allégé le protocole sanitaire dans les écoles. Pourtant, les hôpitaux sont à nouveau en organisation de crise pour prévenir une aggravation de la situation sanitaire. Bastien Cochet, on fait le point avec vous sur la situation sanitaire du pays. Et Guillaume Garot, ce soir, 586 personnes supplémentaires sont décédées de la Covid-19 en 24 heures contre 413 hier. Est-ce qu'on doit renforcer encore une fois les restrictions sanitaires ? En tout cas, il faut savoir où on va. Non pas sur le plan du nombre de malades, parce qu'il faut évidemment souhaiter qu'ils soient moins nombreux demain qu'aujourd'hui. Mais au-delà de le souhaiter, il faut aussi agir pour que cela se réalise. En termes de politique sanitaire et de moyens pour la politique sanitaire. Parce que les signaux sont un peu contradictoires de la part du gouvernement. Et vous l'avez dit d'ailleurs dans votre sujet. À la fois, on mobilise les hôpitaux en disant « attention, ça peut empirer ». Bon, et on le conçoit très bien parce que le nombre de cas est plus important. Effectivement, les hôpitaux sont passés en organisation de crise pour se préparer à une éventuelle troisième vague. De l'autre, face aux variants anglais, on dit aux enseignants et aux écoles, alors écoutez maintenant, lorsqu'il y aura non plus un cas de variant anglais dans une classe, mais 3 cas, là on fermera. Mais il faut attendre 3 cas. Pour vous, c'était trop tôt pour remettre en question ce protocole, pour l'alléger ? Même chose pour devenir cas contact. Écoutez, je trouve que... C'est beaucoup trop précipité pour vous. Mais en tout cas, ça n'est pas cohérent. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est pour qu'on ait confiance, pour la sortie de crise, il faut qu'on ait une ligne claire. Et je trouve aujourd'hui que la ligne, elle est sinueuse, elle est vacillante, elle n'est pas cohérente. Au-delà de la ligne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et au-delà de ça. Alors je vais y venir tout de suite. Mais il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites ces derniers jours, ou ces dernières semaines. On nous a dit, 1 million de tests dans les écoles par semaine. Mais au moment où je vous parle, on ne sait pas du tout où on est. Alors, quand on a tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne dis pas que c'est simple. Quand on est un responsable politique, le yaka faucon, c'est pas très efficace. Mais alors, selon vous, quand même ? Alors justement, j'y viens. Moi, je considère qu'il faudrait territorialiser bien davantage nos politiques. C'est-à-dire qu'on les adapte aux réalités sanitaires de chaque territoire. Vous parlez par exemple d'un reconfinement comme ce qu'a demandé le maire de Metz. Mais je considère que s'il faut aller à des reconfinements territorialisés, si on considère que c'est médicalement la solution pour s'en sortir, faisons-le. Moi, et pour vous, c'est la solution, par exemple, à Metz, qui est donc le chef-lieu de la Moselle, qui est extrêmement touché par les variants en ce moment. Pour vous, c'est la solution, ce reconfinement local ? Mais vous ne me ferez pas dire ça. Je vous le demande. Je dis simplement que c'est avec les acteurs locaux et surtout là, sur la base de faits sanitaires et médicaux objectivés, qu'on peut prendre ce type de décision. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je suis d'un département, la Mayenne, où on a vécu l'été dernier une flambée
Mais pour l'instant, les hôpitaux en Moselle sont fortement sollicités, mais pas encore saturés. Non, mais je vais essayer de finir mon raisonnement. Et comment on s'en est sorti? Parce qu'on a une politique très localisée pour tester massivement, pour isoler ceux qui étaient cas positifs. Et on s'en est sorti. Mais là, le gouvernement aussi, le gouvernement a pris des décisions aussi localisées. Ils ont décidé une prolongation du délai de quarantaine de 7 à 10 jours et une intensification des campagnes de détection et de vaccination. Ils ont agi localement. Dans ce cas, il faut voir si les mesures qui sont prises localement sont vraiment adaptées à la situation, à la gravité de la situation. Selon vous, il faut des mesures plus radicales? Alors, je note une chose, je vais essayer de finir mon raisonnement. Je vois ce qui s'est passé à Dunkerque. On a découvert que autour de Dunkerque, le masque n'était pas forcément obligatoire jusqu'à présent. Bon, c'est peut-être des mesures à prendre de précaution qui doivent s'imposer parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où on disait on est sur un plateau, mais le plateau il est quand même très élevé et les hôpitaux craignent d'être saturés. Donc il y a peut-être des mesures localement de précaution, de prévention qu'il faut indispensablement prendre pour qu'on n'arrive pas ensuite à des situations beaucoup plus tendues et beaucoup plus difficiles. Guillaume Garot, on parlait de décisions plus radicales. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a décidé de reconfiner après que 3 nouveaux cas aient été détectés dans la ville d'Auckland. Est-ce qu'il faut prendre des décisions aussi radicales? Est-ce qu'il faut reconfiner, arriver à des contaminations très faibles? On le disait, on est à 18 000 par jour en ce moment à peu près. Ou est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec 18 000 contaminations par jour? Avant de reconfiner, et on sait combien c'est dur économiquement, socialement, psychologiquement. C'est très dur. Les Français n'en peuvent plus du confinement. On le sent tous les jours. Alors, avant de reconfiner, il y a peut-être des mesures. J'indiquais le port du masque obligatoire dans les zones qui sont les plus en difficulté aujourd'hui sur le plan sanitaire. Ça me paraît. Mais ça, c'est quand même une mesure qui est mise en avant depuis de nombreuses semaines, ce port du masque. Et pourquoi c'était pas fait? Mais après, c'est la question du maintien de l'ordre et du respect des règles. Mais là, à ce niveau-là, vous voulez quoi? Plus de contrôle? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas une histoire de maintien de l'ordre, c'est que la mesure n'était pas réglementairement en vigueur. C'est ça le problème. Mais alors, donc aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de regarder territoire après territoire. Là, c'est boucher des petits trous qui font exception. Mais c'est pas des petits trous. Pour vous, la situation qui est en ce moment à Dunkerque, ça s'applique à la majorité de la France. Mais parlons des situations les plus difficiles aujourd'hui. Vous avez la Moselle, vous avez Dunkerque. Et on s'aperçoit qu'à Dunkerque, je suis désolé pour nos auditeurs et téléspectateurs du Nord, le port du masque n'est pas obligatoire. Il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien entre le non-port du masque et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut qu'on ait une politique beaucoup plus, à mon avis, serrée. Mais je le redis, je ne suis pas un partisan à tout prix du reconfinement parce que il y a des dégâts économiques, sociaux et psychologiques qui sont très lourds ensuite à porter. Alors, si vous n'êtes pas partisan du reconfinement, est-ce que, par exemple, pour le domaine de la culture, Roselyne Bachelot, la ministre, veut faire des expérimentations avec des jauges de 5000 et 1000 spectateurs à Paris et Marseille, avec des concerts debout? Est-ce que ça, c'est une bonne initiative ou est-ce que c'est trop tôt? Non, je pense que ça, c'est une bonne initiative, en effet. Le monde de la culture... la culture, c'est le bon moment pour faire ça. Mais essayons, faisons-le, parce que je vais vous dire, les hommes et les femmes de culture sont des gens responsables. Pourquoi ils seraient plus irresponsables que ne le sont ceux qui officient dans des cérémonies religieuses? Vous avez le même raisonnement pour les restaurateurs, par exemple? Qui, elles, sont... non, pourquoi? Parce que quand on est au restaurant, on enlève le masque. Alors que lorsqu'on est dans un office religieux, lorsqu'on est dans un spectacle, on garde le masque. Et ce soir, nous sommes sur un studio, nous gardons le masque, parce que nous sommes des gens responsables. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais si on peut aller plus loin, il y a quand même la vaccination dans le pays. C'est quand même un petit sujet, la vaccination. On est à plus de 3 millions de personnes vaccinées aujourd'hui. Oui, et combien de plus de 75 ans? C'est uniquement, malheureusement, il faut le dire, 20% des plus de 75 ans. Un Français sur 5 qui a plus de 75 ans seulement est vacciné. Et pour avoir la deuxième dose, on tombe à 4%. Alors, Guillaume Garot, c'est un autre sujet. Oui, mais enfin, c'est quand même le sujet. Si on veut sortir du Covid, il faut qu'il y ait un maximum de gens à être vaccinés. Merci, Bastien Cochet. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG.
Fréquence ESJ, c'est aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Fréquence ESJ. En toute logique, toutes nos émissions, dont celle-ci, avec vous, Guillaume Garot, sont filmées. Vous pouvez donc retrouver tous les 20h l'invité sur YouTube, ainsi que les chroniques de storytelling. En attendant, on est ensemble jusqu'à 21h et on se penche tout de suite sur le projet de loi sur les principes républicains qui a été voté aujourd'hui par les députés. 200 personnes ont manifesté, elles, ce week-end pour dénoncer un texte, selon eux, islamophobe. Dans le même temps, plusieurs personnalités de la gauche pointent du doigt une classe politique qui penche de plus en plus à l'extrême droite. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Guillaume Garot, bonsoir. Bonsoir. Les députés ont voté ce soir, les députés ont adopté le projet de loi. Vous êtes abstenu avec beaucoup de personnes du Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce que c'est une abstention de responsabilité. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, quand on veut conforter les principes de la République, tout le monde se dit, bien sûr, il faut le faire. On y adhère. Alors on prend les moyens. Alors on regarde le texte, après avoir écouté le président de la République, qui au Murau, c'était il n'y a pas si longtemps, nous disait, il faut à la fois être plus clair, plus ferme sans doute sur le respect des principes au sens ordre public, au sens sécurité, et puis au sens régalien du terme, mais il faut, en même temps, puisque c'est la dialectique du président de la République, en même temps, il faut pouvoir pousser des politiques sociales pour l'éducation, justement, pour Guillaume le logement. Garot, pour vous, Et ce texte n'allait pas assez loin donc. Le texte, il est aveugle sur une grande partie des enjeux. C'est-à-dire qu'il traite aujourd'hui du réglementaire, du régalien, et donc là-dessus, il y a des choses qui sont positives dans le texte, nous l'avons dit, et nous le reconnaissons. Il y a des bons points dans cette loi, mais au contraire, vous avez dit donc dans Sud Radio ce matin, donc ce texte n'allait pas assez loin. Pour vous, le gouvernement oublie de traiter notamment la question de l'éducation. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement vis-à-vis de l'éducation et du séparatisme ? Il faut des moyens durables pour tous ces territoires qui ont été trop longtemps abandonnés. Si la République veut reconquérir les cœurs... C'est-à-dire, de quel territoire vous parlez, Guillaume Garot ? Si la République veut représenter une promesse, un avenir, un espoir pour toutes ces nouvelles générations, il faut investir massivement dans l'éducation. Alors ça veut dire quoi ? Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, Guillaume Garot. Quelle partie de la France sont abandonnées par la République ? Vous dites qu'il y a des territoires qui sont oubliés, c'est lesquels ? Bien sûr, ce sont des territoires qui ont souffert du manque d'enseignants pendant trop longtemps. Ce sont des territoires où aujourd'hui, au-delà de l'élémentaire, les classes ne sont pas forcément bien pourvues. Les classes sont surchargées en termes d'enseignants. C'est les banlieues, c'est ça ? Bien sûr, ce sont des départements de banlieue, mais ce sont aussi des départements ruraux. Moi, je n'oppose pas les départements les uns aux autres, mais je reconnais qu'il y a des territoires qui souffrent aujourd'hui et qu'il y a des populations qui sont en grande difficulté. Et donc, si on veut lutter contre ce qu'on appelle le séparatisme, c'est plus le titre de la loi, mais enfin, ça reste quand même l'enjeu, il faut que la République investisse massivement et d'abord dans l'éducation, comme dans le logement, parce que c'est-à-dire, c'est pourquoi cet argent en plus ? C'est pour davantage de professeurs, pour davantage de moyens, davantage d'écoles ? Les moyens, c'est des professeurs, c'est des classes dédoublées, mais pas simplement dans les classes élémentaires. Il faut sans doute poursuivre tout au long du premier cycle et du deuxième cycle. C'est des moyens d'accompagnement, c'est des moyens pour l'orientation, c'est donner à chaque gamin, à chaque enfant... Guillaume Garot, lorsqu'on a cet événement avec ce professeur de philosophie qui se dit lâché par le gouvernement et qui décide de quitter après qu'il ait reçu des menaces en dénonçant un islamisme, notamment dans la ville de Trappes dans laquelle il travaillait. Selon vous, ça va donc régler ce genre de problème ? C'est uniquement avec davantage de professeurs qu'on peut régler ce genre d'incident ? Non, je dis que l'éducation est au commencement de tout. Donc il faut, je le redis, des moyens pour l'éducation. Et je le dis à dessein, puisque en ce moment, écoutez bien ce que sont les annonces dans les cartes scolaires des départements, où on nous annonce des moyens en moins pour, on va dire, collège et lycée, le secondaire. Je reviens donc à la question de l'éducation. Elle est prioritaire, à mes yeux. Mais j'ai dit aussi, vous l'avez retenu, qu'il faut investir sur le logement. On ne peut pas avoir des concentrations, des ghettos dont on ne peut plus sortir,
Parce qu'il y a une forme, et c'est d'ailleurs le président de la République qui le reconnaissait, une forme d'assignation à résidence. Donc vous dites, Guillaume Garot, que notamment la concentration des foyers les plus pauvres, comme les banlieues par exemple, ça c'est un des terreaux de l'islamisme par exemple? Mais bien sûr, mais bien évidemment. Et là-dessus, il faut agir sans faiblir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la solidarité nationale. Parce que dans le même département, vous avez à la fois des poches de pauvreté et des ghettos de richesse. Tant que les villes n'accepteront pas qu'il y ait davantage de mixité sociale sur leur territoire, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc, investir sur l'éducation, investir sur le logement, puis investir tout simplement dans ce qu'on appelle la politique de la ville. Elle est où la politique de la ville depuis 3 ans? Après, le texte sur le séparatisme, c'est pas un texte sur la ville, c'est vraiment sur le séparatisme. Très rapidement, Guillaume Garot, pour conclure sur ce sujet. Dit que c'est bien absolument. Dommage. Et pour terminer justement sur ce sujet, Guillaume Garot, le Parti socialiste prévoyait en décembre avec Olivier Faure une proposition avec 10 plans pour répondre au projet de loi sur le séparatisme du gouvernement. On en est où aujourd'hui? Est-ce que le Parti socialiste prévoit lui-même son propre texte de loi contre le séparatisme? Alors, nous avons commencé un travail, à la fois au groupe socialiste à l'Assemblée nationale, donc les députés, mais aussi dans notre famille politique, pour être capable, en 2022, de porter un vrai projet de transformation sociale de notre pays. Et c'est le mot que je veux prononcer ce soir, qu'il soit une vraie espérance pour donc pas pour de les texte Français. sur le Et séparatisme donc, en lui-même. Mais ça en fait partie, c'est des questions qu'il faut traiter. Et vous savez que historiquement, le PS est le parti de la laïcité. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit aujourd'hui porter avec fierté. Merci beaucoup, Guillaume Garot. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Dans quelques instants, on s'attarde sur un sujet qui divise. Que faut-il faire de la dette française? Elle s'est largement alourdie avec la crise du Covid-19. Certains réclament d'ailleurs l'annulation de la dette Covid, tandis que d'autres, comme le ministre de l'économie, assurent qu'elle sera remboursée sans problème. On voit ça juste après New Love de Silk City sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h32 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On est toujours en direct avec Guillaume Garot, ancien ministre délégué à l'agroalimentaire et député socialiste de la première circonscription de la Mayenne. Et si vous avez manqué le début de 20h l'invité, la séance de rattrapage se passe sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pourrez retrouver l'émission en audio sur toutes ces plateformes. Comment rembourser la dette? Pour répondre aux défis de la crise, la France a emprunté des centaines de milliards d'euros. Les Français s'inquiètent et se demandent comment cette dette va se traduire pour eux. Certaines personnalités de la gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, appellent d'ailleurs à complètement annuler la dette publique. Axel Rebaud. Guillaume Garot, est-ce qu'il faut, oui ou non, annuler la dette? Non. Pourquoi? Parce que si vous annulez la dette, eh bien vous aurez bien du mal ensuite à trouver des prêteurs. Donc il faut honorer sa signature. La question qu'on doit se poser à partir de là, c'est de quoi est composée notre dette aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut être dans un aménagement sur ce qu'on appelle le remboursement de la dette? On le rappelle, aujourd'hui, elle est donc de 2600 milliards d'euros, 120% de la richesse nationale. Donc cette dette, elle était nécessaire, on le comprend, mais est-ce qu'elle vous inquiète quand même, Guillaume Garot? Elle ne m'inquiète pas outre mesure dans la mesure où l'ensemble des pays du monde, l'ensemble de la planète aujourd'hui s'est endetté pour faire face au Covid. Elle ne m'inquiète pas non plus parce que on voit que la signature de la France, ça représente quelque chose. Et que nous sommes dans un cycle dont nous ne sommes pas sortis de taux historiquement bas. Mais est-ce que c'est pas au contraire inquiétant, Guillaume Garot, de se dire qu'effectivement toute la planète s'est endettée, donc toutes les générations futures vont devoir payer quelque chose qui, d'une certaine manière, n'a jamais été fait? Est-ce que c'est pas un peu un saut dans l'inconnu, là, ce qu'on a fait? Non, parce que, je vous disais, la question, c'est comment on rembourse? Sur quel échéancier? Quelle durée de remboursement? Alors, il y a différentes dettes qui coexistent dans la dette du pays, mais il y en a une grande partie qui est liée à la Banque Centrale Européenne, qui a fait un travail formidable. C'est justement la Banque Centrale Européenne qui a prêté, donc, et justement la présidente Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a déclaré que l'annulation de cette dette, selon elle, était inenvisageable. Alors, qui va payer, Guillaume Garot? Mais nous devrons rembourser. Mais il faut voir sur quelle durée nous rembourserons. Je rappelle juste une chose. Historiquement, lorsque on sort d'une guerre,
c'est arrivé au XXe siècle à 2 reprises. Il y a des plans de relance qui ont été financés par de l'endettement qui ensuite a été remboursé sur plusieurs dizaines d'années. Et donc c'est quelque chose d'à peu près équivalent qu'il faut aujourd'hui construire avec la BCE, mais il faut que pour ça, derrière, les économies européennes soient, 1, solides, et elles le sont pour l'instant, et 2, pas trop éloignées les unes des autres. Donc il faudra évidemment continuer à soutenir notre économie, mais il faut juste souhaiter bien sûr qu'on sorte le plus vite possible de cette situation sanitaire, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la vaccination. Plus vite on vaccinera, plus vite on sortira de la situation sanitaire, mieux on se portera économiquement et donc financièrement. Guillaume Garot, aujourd'hui donc on l'a dit, donc 2600 milliards d'euros, on parle de sommes très difficiles à visualiser pour le Français tous les jours. Justement pour ce Français de tous les jours, ça va se traduire comment, ce remboursement au long terme? Vous l'expliquez, ça ne va pas être tout de suite, mais comment est-ce qu'on va s'organiser? Est-ce qu'il va y avoir un changement dans la vie des Français, une augmentation des impôts peut-être, une inflation? Alors ça c'est le deuxième vrai sujet. Sur donc d'abord les que préconise le PS. Deuxième, c'est assez simple. Est-ce que vous pensez que c'est aux Français de tous les jours, comme vous dites, que revient d'abord la charge du remboursement? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question un tout petit peu autrement? On a des mouvements financiers qui sont ultra rapides, qui sont bien souvent spéculatifs. Et la France porte depuis longtemps l'idée d'une taxe sur les transactions financières. Vous pensez que c'est donc les pourcentages les plus hauts, les foyers les plus aisés qui doivent participer davantage? D'abord, de demander à ces capitaux, qui sont très rapides, de contribuer au remboursement de la dette. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'ensuite, on ne peut pas demander d'abord, là encore, à ceux qui sont les plus fortunés de notre pays, de contribuer eux aussi? Vous êtes pour, par exemple, un retour de l'ISF, Guillaume Garot? Ça ne date pas de la crise. Mais je pense qu'on ne sortira pas de la situation. Il faut aller plus loin. Non, mais on ne sortira pas s'il n'y a pas un effort équitablement réparti. Et ça passe en effet par le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Alors vous me direz, on sera sur des montants qui n'ont rien à voir avec la masse de la dette. Mais ce qui est très important, si vous voulez que le pays soit dans une croissance positive et retrouve confiance en lui, il faut qu'il y ait de la cohésion. Il faut qu'on combatte l'injustice, le sentiment d'injustice. Donc aujourd'hui, vous nous dites, Guillaume Garot, le Parti Socialiste et vous-même, donc vous êtes favorable par exemple à un impôt spécifique pour les foyers les plus riches, donc un impôt de solidarité pour le Covid. Mais je suis depuis longtemps favorable à l'équité fiscale et donc à un impôt de solidarité sur la fortune qui pourrait en effet être valorisé pour le remboursement d'une partie, bien sûr, de la dette Covid. Mais encore une fois, c'est tout ça au nom de la justice fiscale, parce qu'un pays comme le nôtre ne se relèvera pas s'il n'y a pas d'abord de la justice dans toutes les politiques, y compris dans les politiques fiscales. Merci Guillaume Garot. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Fréquence ESJ, It's and Talk. Dans quelques instants, on va détailler avec vous, Guillaume Garot, votre proposition de loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Tout de suite, on s'attarde sur la situation alarmante des étudiants. L'élu de gauche Régis Roignico dans Libération à la mi-janvier expliquait « La réponse publique à apporter se doit d'être beaucoup plus ambitieuse pour donner à tous les jeunes les moyens de leur autonomie. Aujourd'hui, l'idée d'un élargissement du RSA aux moins de 25 ans ou un revenu universel dès 18 ans divise les politiques et leur formation. Quelle solution pour lutter contre la précarité des jeunes? On voit ça avec vous, Théo Grévin. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon, bonsoir Guillaume Garot. Bonsoir. Le 20 janvier dernier, le Sénat a rejeté une proposition de la gauche visant à élargir le revenu de solidarité active, le RSA, aux 18-25 ans. Au vu de ce vote, est-ce qu'on exagère quand on parle d'urgence sociale pour les jeunes? Ou alors est-ce que c'est les politiques qui ne perçoivent pas cette urgence? D'abord, c'est pas les politiques, c'est des politiques. En l'occurrence, c'est la droite du Sénat. La droite qui n'a pas voté? Bien sûr, puisque la gauche aujourd'hui, et c'est assez partagé, la gauche, elle propose quoi? Face à la précarité dans laquelle sombrent de très nombreux jeunes, on le voit, et vous devez le voir aussi, vous, autour de vous, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés ou on propose des mesures qui sont à la hauteur du défi social qui est devant nous? Ce que nous proposons, nous, députés socialistes, c'est, et ce sera jeudi le débat à l'Assemblée nationale,
un minimum jeunesse, comme il existe un minimum vieillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de 18 ans et jusqu'à 25 ans, quel montant on donne la capacité, ce minimum? C'est le RSA plus la prime d'activité, 584 € par mois. Et avec ça, ne me dites pas qu'on est un nanti, un assisté ou un privilégié. Hein? Avec ça, on peut juste vivre, et encore, parfois, c'est très limite. Mais ça permet de maintenir la tête hors de l'eau. Et ça permet surtout quoi? De continuer son parcours étudiant, si on parle des étudiants, dans des conditions correctes, décentes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une vie d'étudiant lorsqu'on galère pour manger tous les jours, lorsqu'on a la difficulté parce qu'on n'a plus le job étudiant qu'on avait jusqu'à présent. Alors sur votre aide, Guillaume Garot, oui. Pourquoi vous n'êtes pas tout bonnement favorable à l'élargissement du RSA aux moins de 25 ans? Pourquoi créer une nouvelle aide? Mais ça revient à ça. Mais est-ce que ça ne va pas mettre plus de temps à se mettre en place? Mais si vous me dites que ça va plus vite avec un élargissement du RSA, moi je prends tout de suite. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve des solutions. Et donc, nous avons fait cette proposition. Si le gouvernement nous dit ça jeudi, banco. Mais je n'ai pas compris qu'il nous dirait cela. Je rajoute une chose. Nous avons proposé, nous, depuis plusieurs années, donc depuis 2017, ce qu'on appelle le revenu de base. Hein, et c'est en fait une traduction, une expression aujourd'hui du revenu de base que nous avions proposé, donc ajoutant le RSA à la prime d'activité, pour donner aux Français la capacité de résister face au choc de la vie. Donc voilà, et là aujourd'hui on dit il y a une priorité sur la jeunesse, donc mettons les moyens. Et pourquoi cette aide, selon vous, elle doit être pérennisée? Pourquoi elle ne s'arrêterait pas à la fin de la crise? C'est ce que réclame notamment François Hollande. Mais écoutez, si encore une fois on nous dit on va le faire le temps de la crise, mais là aussi, moi je prends. Faisons-le. Mais au moins débattons-en. Alors on va voir si jeudi le débat aura lieu dans de bonnes conditions. Mais si ça doit être le moment de la crise, faisons-le pour la crise. Et puis on tirera bilan. Mais je doute que la crise ne dure que quelques semaines. Hein. Je crains qu'elle ne s'installe dans notre pays. Et donc c'est maintenant qu'il faut anticiper, c'est maintenant qu'il faut mettre les solutions sur la table. Majoritairement, c'est la gauche qui pousse pour élargir donc, le RSA ou une aide pour les jeunes. Ça marque pas un tournant justement pour la gauche, pour qui la valeur travail était ou est importante? Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va donner une aide à certains jeunes et pour certaines personnes... C'est contre le travail? Parce que vous pensez aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes étudiant, que en claquant dans les doigts, vous allez juste trouver un travail pour pouvoir financer vos études? Ben non, ça se passe pas comme ça et vous le savez très bien. C'est ce que pense en tout cas le gouvernement qui refuse pour le moment d'élargir le RSA. Le gouvernement est donc contre et il mise plutôt sur l'insertion plutôt que les aides. Selon vous, c'est pas le bon choix? Mais moi je veux bien, mais ça c'est un monde idéal qui n'existe pas. Il y a des actions. Il y a des actions de mise en place. Il y a des résultats, notamment 500 000 apprentis en 2020 grâce au plan Un jeune, une solution. Ces résultats-là, vous ne pouvez pas les enlever au gouvernement. Mais ce que je vois, c'est qu'il n'est pas question là, dans votre raisonnement, des étudiants. Voilà, qui n'ont pas, eux, forcément, un apprentissage dans leur cursus. Bon. Donc, il faut trouver des solutions pour tout le monde. Et en temps de chômage, trouver des solutions, c'est pas simplement dire valeur travail, parce que ça donne pas du boulot, ça. Hein? Donc aujourd'hui, il y a une situation de crise, il y a une situation sociale qu'il faut affronter. C'est là donc la proposition que nous faisons nous d'un minimum jeunesse pour permettre à chacun de passer ces moments extrêmement difficiles. Et n'opposez pas le travail à l'aide, la solidarité. Hein. Si vous voulez évoluer dans de bonnes conditions, si vous voulez obtenir vos diplômes, il faut que vous puissiez être aidé à un moment donné de votre vie. Et je pense que ça, c'est pas faire offense à la valeur travail. Ce RSA jeune, malgré tout, il fait débat. Un directeur d'une mission locale expliquait même ne pas en vouloir par crainte que les jeunes, je cite, hésitent à se bouger. C'est une crainte qui est partagée. Est-ce que vous la comprenez? Alors, je connais pas votre directeur de mission locale, mais je vais vous dire une chose. Pourquoi vous limitez ça, à ce moment-là, le débat uniquement aux jeunes? Parce qu'on pourrait tenir le même raisonnement pour des gens de 26 ans, de plus de 25 ans. Là, on parle des jeunes en l'occurrence. Oui, mais pourquoi le jeune serait forcément plus oisif
que son cousin de 26, 30, 35 ou 40 ans. Non, moi je connais comme vous des jeunes. Je suis entouré de gens qui, quelles que soient les générations, ont envie de s'investir, ont envie de trouver leur place. Ça se vérifie, Guillaume Garot. Il y a par exemple le plan Un jeune, une solution. Près de 90 000 offres sont à pourvoir en ce moment. Est-ce que ça va pousser les jeunes à postuler s'il y a une aide qui arrive à la fin du mois ? Là encore, si vous pensez que la solidarité va contre l'engagement personnel, je pense que vous faites fausse route. Moi, je considère qu'on est plus serein, plus efficace dans un engagement professionnel lorsqu'on est sécurisé et qu'on se dit que sa journée ne va pas être consacrée à chercher à manger pour le soir. Merci Guillaume Garot. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Dans moins de 3 minutes, on fait le point sur votre proposition de loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous proposez notamment d'en faire une grande cause nationale pour l'année 2021. Juste avant, c'est un titre de Supermassive, Out Loud sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, It's and Talk, vous êtes bien dans 20h l'invité. Guillaume Garot, député du Parti Socialiste de la première circonscription de la Mayenne, est avec nous pour encore une bonne dizaine de minutes. Et on parlait il y a quelques minutes avec vous, Guillaume Garot, des difficultés financières des jeunes, des difficultés qui impactent forcément le budget alimentaire. En France, c'est une réalité, beaucoup n'arrivent pas à se nourrir correctement chaque jour et le gaspillage alimentaire règne encore. Pour y remédier, vous avez déjà été l'auteur d'une loi en 2016 et vous proposez aujourd'hui d'aller encore plus loin avec une autre proposition de loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Théo Grévin. Guillaume Garot, cette proposition de loi, est-ce qu'elle a été motivée notamment par les files d'attente interminables devant les associations d'aide alimentaire ? Ça en a accéléré l'urgence. Bien sûr, parce que le gaspillage alimentaire, c'est d'abord une indignation. On ne peut pas accepter qu'il y ait autant d'alimentation consommable qui termine à la poubelle lorsqu'il y a autant de gens qui n'arrivent pas à se nourrir correctement tous les jours. C'est d'abord ça. Et la politique de lutte contre le gaspillage que j'ai essayé de porter depuis quelques années, elle est fondée là-dessus. Et les problèmes sont tellement plus aigus aujourd'hui que le moment était venu de proposer cette deuxième étape contre le gaspillage alimentaire. Après, si on considère que la première était en 2016 avec la loi que j'avais portée. Bon, alors, on était en commission la semaine dernière. J'ai réussi à convaincre mes collègues sur beaucoup d'aspects, malheureusement pas sur tout, mais il reste que, vous l'avez dit dans votre lancement, moi je milite pour que ce soit une grande cause nationale. La grande cause nationale de 2021, oui. Justement, est-ce que, avec tous les problèmes sociaux, économiques, est-ce que c'est réaliste, tout simplement ? C'est même urgent. Non seulement c'est réaliste, mais c'est indispensable. Ça veut dire que c'est quoi la grande cause nationale ? C'est le Premier ministre qui dit, bon, ce sujet-là, on va le rendre plus visible dans l'année. Comment on le rend plus visible ? C'est des spots à la télé, à la radio, les chaînes publiques, qui permettent à des associations, à des ONG, à des organisations de faire passer leur message gratuitement. Bon, alors contre le gaspillage alimentaire, excusez-moi, il y a de quoi faire. D'abord parce que c'est des millions et des millions de tonnes de marchandises jetées chaque année. Et puis, en face de ça, il y a des gens qui se mobilisent sur le terrain. Moi, je souhaite qu'on leur donne la parole durant toute l'année. Et qu'on valorise ce qu'ils font, parce que c'est de l'engagement pour les autres. Et on a tellement besoin de ça aujourd'hui. Et puis ce sera une façon, quand même, de faire prendre conscience à chacun qu'on peut agir contre le gaspillage alimentaire. Chacun de nous a une responsabilité, c'est ce que j'énonce dans la loi que j'ai proposée la semaine dernière. Une loi anti-gaspillage, il en existe déjà une, on l'a dit, elle porte votre nom et date de 2016. Est-ce que c'est malgré tout pas un constat d'échec que de devoir reproposer des mesures pour que le gaspillage rentre dans le quotidien des Français ? Pas du tout. Vous savez, la lutte contre le gaspillage, c'est comme le vélo. Quand on s'arrête de pédaler, on tombe. Donc ça veut dire que contre le gaspillage, il faut être dans une démarche continue, un engagement permanent. Ça veut dire qu'on avait posé un premier jalon en 2016, très bien, et ça a marché. Tant mieux, parce qu'il y a une prise de conscience dans le pays, parce que les dons des grandes surfaces aux associations ont augmenté de façon très importante depuis le vote de la loi. Les Restos du Cœur, on dit, c'est 24% de dons en plus. Les banques alimentaires, à peu près le même étiage, 23%. Bon, mais est-ce que c'est suffisant ? Non, pourquoi ? Parce que quand on y regarde bien sûr, il y a des grandes surfaces qui donnent, et tant mieux, quasiment 100%, on est à 97%. Mais qu'est-ce qu'elles donnent ? Alors, il y en a qui font un boulot formidable,
Mais il y en a quelques-unes qui ont tendance à se délester auprès des associations de tous leurs invendus. Alors, on fait des associations, finalement, des centres de tri des invendus alimentaires. C'est pas ça la règle. Hein. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que, et je l'ai fait voter la semaine dernière, c'est qu'on puisse contrôler la qualité. Et il y aura un contrôle notamment par des services, exactement. Des services dédiés. On reviendra là-dessus juste après. Pour vous, juste dans 6 ans, si on doit de nouveau proposer une loi pour lutter contre le gaspillage, ce ne sera pas non plus un échec. Mais non, une politique, il faut du temps pour que. Mais si ça devient une grande cause nationale, c'est qu'on n'aura pas besoin de nouvelles lois. Mais ça, vous êtes très optimiste, peut-être un peu idéaliste. Vous savez, c'est pas parce que y a eu une grande loi sur l'éducation en 1881 qu'il faut plus aujourd'hui parler d'éducation nationale. Vous savez, les problèmes sont là, les enjeux sont là, mais chaque époque amène aussi ses solutions parce qu'il y a des nouveaux problèmes qui naissent. Il y a des nouvelles solutions aussi qu'il faut inventer. Donc il faut du temps pour en créer une politique. Moi, je suis un réformiste, donc je crois au pas à pas. Vous parliez de l'éducation, justement, le gaspillage, selon vous, ça s'apprend. Il doit être enseigné à l'école. Ça doit être enseigné à l'école. Alors pas le gaspillage, la lutte contre le gaspillage. La lutte contre le gaspillage, pardon. Oui, ça s'apprend, bien sûr, parce que ça s'apprend dans le cadre d'une éducation à l'alimentation. Donc avec des cours durable. Dédiés à l'école. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on consacre du temps à l'école, en effet, à transmettre des repères, des connaissances, des savoirs sur l'alimentation. Savoir, par exemple, que le lait, ça ne sort pas de la brique, ça sort du pis de la vache. Voilà, ben ça c'est des choses assez simples, ça vous fait sourire. Mais c'est mieux en le rappelant. Et ça, on peut le faire, vous savez, depuis la maternelle jusqu'au lycée, parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux géostratégiques autour de l'alimentation. Et puis l'alimentation, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Et puis l'alimentation, c'est du partage. Parce que apprendre à cuisiner, partager un repas, c'est aussi ça, ce qui nous rend humains. Et on en manque en ce moment, vous ne trouvez pas ? Pour la lutte contre le gaspillage, vous proposez de mettre en place une police du gaspillage alimentaire qui serait chargée en quelque sorte de traquer les entreprises qui continuent à jeter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les contrôles sont insuffisants. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce vocable de police du gaspillage alimentaire ? Il y a 2 choses. Un, je le disais, contrôler la qualité des dons des grandes surfaces aux associations de solidarité. Mais 2, regardez aussi que dans les poubelles, il n'y ait pas de la nourriture consommable. Avec des sanctions, au cas où il y aurait les sanctions existent, elles ont été votées, d'ailleurs alourdies en 2019. Mais aujourd'hui, il faut juste les appliquer. Et c'est pour ça que je souhaite que cette police du gaspillage soit bien identifiée. Alors, il ne s'agit pas de créer un corps supplémentaire d'agents ou de contrôleurs de l'État. Ce sont les agents de la répression des fraudes, ce sont les agents du ministère de l'Agriculture à qui serait dévolue cette tâche supplémentaire. Mais c'est vrai qu'il leur faut des moyens humains. J'en profite simplement pour vous dire que Fréquence ESJ est co-organisateur de l'opération Les agriculteurs ont du cœur, lancée aujourd'hui même. L'objectif est d'inciter les agriculteurs et les industriels à donner aux banques alimentaires, très sollicitées en ce moment, on l'a dit. Toutes les informations sont à retrouver sur lesagriculteursondducoeur.fr. Merci Théo Grévin. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. C'est l'heure de la question auditeur. Guillaume Garot, on a sélectionné celle de Fabien qui vous dit: Guillaume Garot, vous avez été le porte-parole de Ségolène Royal, vous êtes un de ses proches. Ces derniers mois, Ségolène Royal a multiplié les sorties médiatiques en disant notamment, en critiquant de façon très confuse le couvre-feu mis en place par le gouvernement, ou en déclarant que lorsqu'on évoquait le beau veau de la sécurité aux Français, il pensait à un veau qui est beau. La question de Fabien, c'est: est-ce que Ségolène Royal est selon vous encore à la hauteur des ambitions présidentielles qu'elle nourrit toujours aujourd'hui ? La question de l'élection présidentielle, elle se posera en termes d'incarnation lorsque on aura passé les élections régionales, qu'on y verra un petit peu plus clair dans la situation politique, et surtout qu'on aura un projet. Parce que ça ne sert à rien de partir en élection si on n'a pas des solutions, des propositions à formuler. Mais est-ce que pour vous, aujourd'hui, Ségolène Royal est toujours à la hauteur ? Moi, je considère que c'est une femme d'État, une grande femme d'État qui a donné pour notre pays et qui a toujours une capacité, une énergie, une résilience aussi, qui, je crois, touche aussi les Français. Donc, voilà, Ségolène Royal, elle est toujours aujourd'hui dans le débat public et je m'en réjouis.
On passe maintenant rapidement à l'agenda politique de la semaine. Jeudi a lieu la lecture définitive au Sénat du projet de loi reportant les élections régionales et départementales. Élections donc qui devaient se tenir en mars et qui se tiendront finalement après adoption définitive du projet de loi les 13 et 20 juin prochains. Guillaume Garot, ce report d'élections, c'est la seule solution? Mais oui, parce que c'est un petit peu compliqué de tenir ces élections au mois de mars ainsi qu'elles étaient prévues. Alors comment on fait si en juin la situation épidémique n'a pas changé? Eh bien, il y a une clause de revoyure au mois d'avril, donc on regardera précisément les choses. Mais on nous annonce que le vaccin va pouvoir se multiplier dans notre pays. Qu'au mois de juin, 45 millions de Français seront vaccinés. Donc je ne suis pas inquiet sur la capacité à organiser des élections. Merci Guillaume Garot. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà la fin. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Guillaume Garot, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez été ministre délégué à l'agroalimentaire sous François Hollande et que vous êtes actuellement député socialiste de la première circonscription de la Mayenne. Prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est demain avec Storytelling présenté par Bastien Cochet. Votre émission culture et divertissement, c'est en direct de 20h à 21h. Et pour ne rien manquer de l'actualité de Fréquence ESJ, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans 20h l'invité. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.